Bel bonsoir, peuple, moi, qu'est-ce que vous êtes bien? Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire. Bienvenue à vous dans votre émission Tchou ou Tête. C'est votre rendez-vous. Le rendez-vous de la semaine où on parle des constructions, où on recherche de nouvelles alternatives et où on anime mon équipe. Saïdi Aïlouich. On est là, posé. Tranquillement. Ouais, tranquille. La reprise bien passée? Bon, ça va. Après les vacances. Ce sera un mois tranquille avec les différents ponts. On est bien, En plus, un mois culturel également et un mois historique. Entre autres, il y aura, le mois de mai, il y aura pas mal de choses. Hein. Vous allez le constater. Il n'y a pas que le 22 mai. Il y aura beaucoup de choses pendant ce mois-ci. Et ce soir, nous allons parler d'actualité. Une actualité riche, beaucoup d'événements qui se déroulent en Martinique. Malheureusement, d'événements pas forcément bénéfiques, mais il faut en parler. Donc, nous allons en discuter ce soir en équipe. Nos peut-être spéciales actualités. Et pourquoi on va parler d'actualité et quelles sont les actualités que nous allons aborder ce soir? Du coup, pourquoi? Parce qu'il faut quand même réussir à traiter ce qui se passe en ce moment au pays. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'analyser ce qui se passe avec Papillon Noya pour bien poser le contexte. Ensuite, les deux films, justement, qui sont actuellement à l'affiche et qui nous concernent, en tout cas, Zion et Fanon. Parler de l'implantation plutôt des centres commerciaux et puis finir par une touche sur les sargasses si on a le temps de l'aborder. D'accord, ok. Donc, c'est le temps, c'est votre émission. Pas oublier, si vous regardez sur les réseaux, pas oublier partager. Et puis, donc voilà, donc c'est parti. Donc, tu as débuté avec Papillon Noya. Papillon Noya qui nous avait fait l'amitié de partager cette émission avec nous. Retour à l'essentiel, une émission fort intéressante que je vous invite à regarder à nouveau si vous ne l'avez pas encore vue via les réseaux sur YouTube. Donc, effectivement, Papillon Noya, la semaine dernière, il a reçu un courrier concernant son lieu d'habitation. Enfin, un courrier, une mise en demeure. Voilà, une mise en demeure. Donc, les huissiers qui sont venus le visiter. Et donc, du coup, il a fait une première vidéo pour alerter cette situation-là. Et ensuite, hier ou avant-hier, une vidéo pour remercier le fait qu'on ait partagé. Donc, dans tous les cas, c'est bien effectivement de faire cette pression-là sur les réseaux. Mais je pense que c'est quand même important parce qu'il y a débat. Hein. C'est pas tout le monde qui comprend sa démarche. C'est pas tout le monde qui s'y inscrit. Qui s'inscrit non plus dans cette démarche. Dans tous les cas, il y a des points sur lesquels il faut revenir. Du coup, ce qui est reproché, c'est d'occuper un domaine ou un terrain qui ne lui appartient pas. Et de construire, du coup, là-dessus. Alors, sachant qu'en plus, ce qu'il construit est relativement léger, donc c'est pas quelque chose qui va, qui va vraiment déranger le terrain en question. En plus, il a vraiment bien valorisé cet espace-là qui n'était pas forcément utilisé. Et lui-même dit que c'était dans un état calamiteux quand il est arrivé. Il y avait des poubelles, des ordures. Des ordures, etc. Donc, on est quand même assez surpris de voir qu'un endroit qui n'est pas du tout valorisé de base, que quelqu'un valorise sans autorisation. Ensuite, justement, une fois qu'il l'a valorisé et qu'il s'est déjà bien implémenté, en tout cas, implanté, on lui demande de quitter les lieux. Bon, la première chose qu'il faut analyser, c'est l'histoire qu'il a fait sans autorisation. Lui-même le dit bien, mais je pense qu'il faut le poser. Pourquoi il faudrait qu'il y ait autorisation pour occuper un territoire? Pour occuper la terre. Surtout pour l'occuper comme il le fait. J'aurais compris si c'était parce qu'il avait creusé un trou qui fait que on peut pas circuler ou qu'il aurait amoché en tout cas l'endroit, qu'il aurait construit un bâtiment de 4 étages qui empêche à ses voisins de voir ou quoi que ce soit, qu'il n'aurait pas respecté justement le plan local d'urbanisme. Ça, j'aurais compris. À la rigueur. Parce que non, il y a un problème de fond, mais ça peut passer encore. Mais en plus, il n'a rien bétonné. Oui, mais c'est ça. Il n'a rien bétonné. Donc, voilà. Donc, justement, c'est quelque chose qui est relativement léger et en plus qui est assez beau à voir sur un endroit qui n'était pas du tout exploité. Donc, se pose la question de l'autorisation. Donc, depuis quand il y a cette autorisation-là? Il y a qui on répond? Qui a mis dans notre esprit le fait que pour occuper la terre, il faut une autorisation? Et là, ça se pose la question de la propriété. Donc, je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat. Parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur qu'est-ce qu'on fait de la propriété privée. À titre personnel, avec beaucoup d'autres courants de pensée, notamment anticapitalistes,
On considère que la base du capitalisme, c'est cela, c'est la propriété. À partir du moment où on fait de la terre une propriété de l'individu, ça pousse à ce qu'on arrive à pouvoir aussi être la propriété d'animaux, le propriétaire plutôt d'animaux, être le propriétaire d'êtres humains. Et d'aller jusqu'au bout du processus qui nous a mené justement notamment à l'esclavage. Bon, l'esclavage a été rompu, mais on n'a toujours pas posé la question de la propriété privée. La propriété privée, nous en plus, en tant que Martiniquais, nous amène au fait qu'on a des problèmes de succession, et donc qu'il y a pour des questions de propriété privée, des habitations, des lieux qui sont laissés à l'abandon, parce que justement, on ne sait pas gérer cette histoire de propriété privée en Martinique. Et du coup, la propriété privée, je rappelle aussi que c'est elle qui permet à la caste qui dirige politiquement et économiquement notre pays d'avoir des terrains sur lesquels on n'a pas le droit de parole. On n'a pas le droit de dire qu'on veut arrêter la monoculture et qu'on veut faire autre chose. On n'a pas le droit de demander des réparations par rapport à ces terres-là, qui sont exploitées pour le seul bénéfice de cette caste, qui en plus bénéficie toujours justement des biens qu'elle a mal acquis. Donc, à partir de là, cette propriété privée aussi permet de construire des hôtels sur le littoral, de construire des centres commerciaux, etc., etc. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut la remettre en question. Et comme il le dit, pourquoi on devrait rester dans ce paradigme-là qui nous a nous-mêmes enfermés et qui nous a conduits à l'esclavage, qui nous a conduits à cet extrême-là. Sachant que dans des systèmes qui sont soit des peuples autochtones d'Amérique, soit des peuples qui sont sur le continent africain, qui continuent justement à subsister, il y a le principe qu'il n'y a pas de propriété privée, que la terre appartient à la communauté et qu'il y a un responsable ou un chef des terres ou roi des terres, on lui donne certains noms en fonction de là où on est, qui met à disposition la terre à une famille et qui est en capacité de lui retirer. Le plus souvent, il ne va pas le lui retirer parce que tant que la personne n'aura pas fait quelque chose de désastreux là-dessus, tant qu'elle n'aura pas fait justement une surexploitation du territoire ou qu'elle n'aura pas créé un danger pour la communauté, elle peut rester sur le terrain. Mais si il y a quelqu'un justement qui contrevient à cela, ben en fait le propriétaire des terres, le responsable en tout cas, peut lui retirer les terres et l'attribuer à une autre famille qui serait plus en nécessité, etc., etc. Donc il y a tout un système qui est mis en place pour contrer cette propriété privée-là. Donc aujourd'hui, on a cette culture-là, parce que finalement, on est aussi des peuples afrodescendants, même chez les peuples indiens, il y a aussi ce principe-là. Comment ça se fait en fait qu'on ne remet pas en question la propriété privée et que du coup, dans le cas en question, il y a quelqu'un qui s'occupe d'un territoire qui était un déchet avant cela, qu'il a valorisé et qu'on lui, donne comme argument que ce n'est pas son terrain, donc il n'a pas à faire n'importe quoi là-dessus. Ce sont des terres. Et comme je le redis, il n'a pas posé des fondations qui fait que ce terrain-là ne sera pas malléable, qu'on ne pourra pas faire autre chose avec. Donc, moi, concrètement, effectivement, par rapport à ce point-là, je suis totalement d'accord avec l'initiative de Papillon Noya. Il serait très malvenu, justement, aux autorités. Enfin, d'ailleurs, quand on avait parlé des autorités, lui-même disait, mais autorité sur qui? Qui a décidé que c'est eux qui avaient une autorité sur nous? Donc, dans ces temps où on parle justement de souveraineté, effectivement, l'autorité, c'est nous. Et il serait très malvenu que, quelles que soient les institutions qui se décident à le retirer de cet endroit-là, parce que ça pose la question de, oui, qu'est-ce qu'on fait de nos terres? Et au-delà de la terre de Papillon Noya, qu'est-ce qu'on fait de tous ces espaces qui sont laissés en friche et qu'on n'exploite pas, et que quand quelqu'un se décide de faire quelque chose là-dessus, on le remet en question parce que justement on voit que c'est possible de le valoriser. Il y a énormément de terrains qu'on peut valoriser en Martinique. Est-ce qu'on va stopper notre génie pour pouvoir alimenter toujours le même système qui nous a mis dans cette situation-là? Je pense qu'il faut arrêter il faut arrêter ça et que c'est une zone, pour moi, à mon avis, qu'il faut défendre. Il faut empêcher effectivement que n'importe qui puisse récupérer ces terres-là. En tout cas, ce territoire-là, pour en faire je ne sais quoi, sur le lieu où Papillon Noya est actuellement. Je rappelle également que 40% des terres, des maisons, sont en indivision en Martinique. Donc 40% des maisons qui sont laissées en friche, qui sont laissées en abandon, où les gens n'arrivent pas forcément à trouver un terrain d'entente, parce que comme tu remettais en cause également tout ce système de propriété. Et je rappelle aussi que Papillon Noya, le terrain où il est actuellement, c'est un terrain public. Il n'est pas allé chez quelqu'un
et puis il a décidé qu'il prend là, et puis que voilà, il n'est pas allé chez quelqu'un. Il est allé où un terrain qui était à l'abondant, où il y avait des ordures, où il y avait des déchets. Il a nettoyé, il a fait ses affaires seul. Il y a encore des anecdotes comme la brouette, où il va chercher du gravier pour ramener, pour améliorer, pour embellir ce côté-là, parce que maintenant, tous les gens qui y vont, ils disent que c'est un petit coin de paradis, où il a vraiment mis ses moyens, il a vraiment mis de son énergie, de son temps, de son génie martiniquais, comme tu dis aussi, en faveur de ce lieu. Et moi, je pense que ce qui gêne aussi, c'est qu'il y ait d'autres papillons. Ben oui. D'autres papillons noirs. Donc, parce que imaginons qu'il y avait un coquelicot façon de parler, à Sainte-Anne, à Sainte-Marie, au François. C'est plus ce danger-là de l'exemplarité qui gêne au niveau du travail de papillon. Alors, justement par rapport à ce que tu dis là, c'est ce qui gêne. Donc ça veut dire que on va nous opposer le fait que oui, mais à ce moment-là, n'importe qui s'installe n'importe où il voit un terrain et il fait ce qu'il en veut. Et c'est pour ça que je répète que c'est un endroit, une terre qui était abandonnée et publique. C'est pas la même chose de le faire chez quelqu'un et s'approprier chez quelqu'un, même si le principe de propriété privée, comme je l'ai dit, il est à remettre en question. Donc, le danger, c'est que nous, en tant que peuple, on décide de se réapproprier les terres telles qu'on l'entend nous. Mais selon notre paradigme, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Papillon Noël l'a fait dans un paradigme de respect de l'écologie, il a commencé à planter et d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont respectables, tout ce qu'il a mis en place? Si. Donc ça veut dire qu'il y a une idée derrière de pouvoir se réapproprier nos terres pour pouvoir en faire des lieux qui sont écologiques, des lieux d'habitation qui ne sont pas durs, donc qui peuvent être malléables et en plus qui sont respectueux du vivant. Effectivement, si on se met tous à avoir ce schéma-là, évidemment que ça met en danger le système, parce que le système ne peut plus nous contrôler. Parce que moi, la propriété telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est une façon de contrôler. Le cadastre, toutes les formalités qu'il faut faire pour pouvoir acheter un terrain, pour pouvoir l'entretenir, payer des impôts continuellement sur cette terre-là, justement, qu'on a acquis, etc. C'est un moyen de savoir qui est où et qu'est-ce qu'on fait du territoire. Donc, c'est une sorte, justement, de savoir comment on occupe un territoire. Maintenant, si on le voit totalement différemment, et si on le voit notamment comme nos ancêtres ont pu le faire, en tout cas sur le territoire, ils ne demandaient pas d'autorisation à quelqu'un pour pouvoir aller faire. Et pourtant, est-ce que c'est la civilisation Kalinago qui nous a mis en esclavage? Est-ce que ce sont les Kalinago qui ont prédaté d'autres peuples, etc.? Non. Ce sont ceux qui ont imposé la propriété privée qui l'ont fait, justement. Donc, à un moment donné, c'est un domaine public et il faut revoir cette notion de public, et je suis assez d'accord que cette notion de public-là signifie non pas qu'elle appartient à des institutions, mais qu'elle appartient au peuple. Et maintenant, si on veut réellement agir concernant Papillon Noyant, posons le débat. Posons un débat public, à savoir, ou alors allons même jusqu'à ce qu'on appelle un référendum, donc une consultation populaire, pour savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Mais aussi laisser la possibilité à Papillon Noyant de s'exprimer sur n'importe quel média pour pouvoir défendre son idée, parce qu'il a des choses à défendre et qu'il faut pouvoir l'écouter parce que c'est important ce qu'il a fait là. Il a pu le faire via d'autres émissions. Je l'ai vu également sur le quotidien, sur le France Antilles. Donc il y a ce travail-là de communication, via les réseaux, on peut voir certains extraits de l'émission où il dit entre autres sa récolte. Donc en termes de travail, en termes d'investissement, en termes d'embellissement, parce que ils prônent tout ce qu'on dit. La déconstruction, la recherche de nouvelles alternatives à travers, en termes d'habitation, vraiment en termes écologiques, comme tu disais, avec il a fait ça en palette, avec des bois, récupération d'eau. Il est vraiment dans la débrouillardisme. Et comme il l'expliquait, il le fait tout seul. Donc il faut, pour moi, et beaucoup de personnes commencent à le constater, qu'on soit d'accord ou pas, le gars, il montre que on peut le faire. Et avoir cette exemplarité, un jeune de 33 ans se permettant de faire, parce que souvent on parle de la fainéantise des gens, on montre souvent le côté négatif de cette jeunesse-là, et démontrer que un travail s'effectue pour cela sans aide, surtout sans aide. Il n'a pas demandé dit de subvention, il n'a pas détourné, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il a fait de ses propres moyens, de ses propres chefs. Et malgré ça, comme tu disais, il faut remettre aussi, comme tu disais aussi, il faut remettre en cause
Il faut vraiment réfléchir par rapport à ça, sur ce système actuel par rapport à la propriété. Et aussi, donc c'est aussi assez cocasse qu'un peuple qui s'est libéré grâce au marronnage, aujourd'hui, critique quelqu'un qui est dans ce marronnage-là. Donc ça veut dire que si on se remet dans un autre contexte, ça veut dire que nos ancêtres qui ont quitté l'habitation pour aller créer des endroits de fortune, finalement, pour pouvoir survivre, ça veut dire qu'à cette époque-là, les gens qui critiquent Papillon Noir auraient été du côté du système et des colons pour leur dire, mais non, vous êtes sur un territoire qui ne vous appartient pas, vous avez marronné, retournez sur l'habitation. C'est ça, en fait, c'est exactement le même contexte qu'on a avec Papillon Noir. Ce qu'on lui demande, c'est d'arrêter de marronner et de revenir dans le système qui est en train de nous coloniser. Après, il y a des personnes qui pourront dire qu'on n'est pas en situation de colonisation. Bon, ça c'est discutable, même si pour moi, il n'y a pas débat. Mais bon, bref, il y a des personnes qui peuvent le penser. Mais ça n'empêche qu'on est nombreux à constater qu'on est dans cette situation-là, et pas seulement en Martinique, mais à travers, dans le monde entier, en tout cas, il y a des témoignages qui prouvent qu'il y a des personnes qui constatent que nous sommes dans cette situation de colonie. Il y a des personnes qui viennent en Martinique qui se rendent compte que oui, c'est inadmissible les conditions dans lesquelles on vit. Donc, on est toujours dans un système qui est néocolonial et on demande à quelqu'un de sortir de son marronnage pour revenir dans un système entrer dans les rangs. Pour moi, dans tous les points, ce n'est absolument pas cohérent. Et la dernière chose, c'est que, du coup, pour ne pas bouger, il y en a certains qui vont attaquer la personne de Papillon Noir. Donc, le fait qu'il a pris des positions encore une fois, qui portent à débat. Il s'est positionné sur la femme noire, sur la compagne qu'il a eue à un moment donné, sur comment il fallait être militant, etc., etc. Moi, ma question, c'est est-ce que, parce qu'il a ses opinions à lui, est-ce que c'est légitime de pouvoir l'enlever de l'endroit où il est? Parce que moi, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, je suis contre. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Papillon Noir, mais pourtant, je comprends son principe de base, qui est que la terre, on l'occupe, si c'est la terre, c'est notre terre, on l'occupe tel qu'on le souhaite. Et son paradigme me convient. Et à partir de là, tous les débats qu'on peut avoir sur les choses qu'il a posées, on peut les avoir, mais ça n'empêche que c'est, pour moi, injuste de pouvoir s'attaquer à lui, alors que justement, il y a plein de situations où des choses ont été construites dans l'illégalité complète et qu'il n'y a pas le même traitement qui est fait justement de ces personnes-là qui construisent que ce soit des hôtels, des centres commerciaux, sur des lieux où ils ne devraient pas construire. Donc je trouve ça totalement, comment dire, c'est d'une injustice fondamentale en tout cas ce qui se passe là, et je pense en tout cas qu'il ne faut absolument pas toucher à ce qu'a fait Papillon Noir. Certaines personnes qui sont à 30 bornes de la mer, entre autres, comme on dit ça encore, 30 pas, les 50 pas géométriques. Les 50 pas géométriques, entre autres, donc il y a certains donneurs de leçons qui pourraient se taire aussi. C'est clair. Donc voilà. Donc voilà. On continue? Oui, on continue. On peut continuer, on peut changer de thématique. Ouais. Mais, voilà, donc je voulais bon. parler aussi. On va passer sur sur la thématique cinématographique avec 2 films. Entre autres, avant de parler de ces 2 films, dédicace à Patrick Bousselet, qui était des nôtres la semaine dernière. On a pu parler de ses films, de ses œuvres, de ses distinctions et de son dernier film qui va sortir bientôt. Donc aussi, dédicace à lui. Et là, ce soir, on va parler de 2 films qui font vraiment un gros tabac, je dirais, hors des frontières. 300 000 entrées pour Zion, 100 000 entrées avec beaucoup de salles interdites pour Fanon. Des films qui ont vraiment fait une percée, non seulement sur, je dirais, sur la façon de voir les Antilles et un certain respect qui va avec. Mm-hmm. Alors déjà, je voulais juste revenir sur, Fanon n'a pas été interdit, il n'a pas été diffusé, voilà. Pas interdit. Il voilà. faut dire les choses. Ouais. Voilà, interdit, diffusé, il y a une différence. Donc il y a une certaine censure qui s'est faite par rapport à l'œuvre de Fanon. Pourquoi? Voilà, justement, j'allais y venir. Donc c'est très bien effectivement qu'on puisse avoir une œuvre sur Fanon parce que je trouve que son œuvre est encore confidentielle. Il n'y a pas grand monde finalement qui a, à mon avis, réellement lu ces 3 ouvrages principaux pour moi en tout cas, qui sont Peau noire, masque blanc, Pour une évolution africaine et Les derniers de la Terre. Ou alors c'est plus Peau noire, masque blanc qui a été plus visibilisé, Les derniers de la Terre non.
Donc c'est bien justement que ce soit notamment cet ouvrage-là qui soit réhabilité à travers l'œuvre de Fanon. Donc c'est très important de pouvoir le voir pour pouvoir connaître l'œuvre de quelqu'un qui est étudié de par le monde. Je signale que pendant qu'on ne l'étudie pas dans nos écoles, aux États-Unis, aux États-Unis notamment, donc dans certaines universités comme celle d'Atlanta ou etc. ou à New York, son travail est étudié. J'ai été assez surpris au début de mes années étudiantes, dans les années entre 2007 et 2012, de voir justement que des professeurs états-uniens venaient m'apprendre qui était Fanon. J'étais totalement justement surpris de par cela. Donc, il est étudié, il est connu des mouvements militants de partout dans le monde. Je rappelle que même Guevara dit qu'il s'est inspiré des travaux de Fanon, que pour lui c'est le théoricien de la révolution. Donc il a cette importance-là et que pourtant ça reste assez confidentiel, que pendant que on donne des noms d'aéroports, de lycées, à ceci, cela, à Césaire ou à l'Icaire, Fanon a un lycée, je crois, oui, enfin, à Trinité. Un lycée à Trinité. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Je sais pas. Mais pourtant, pour moi, c'est quelqu'un qui est fondamental à connaître. Non seulement de par ses travaux, et du coup par son idéologie. Parce que, pourquoi, du coup, ça nous permet en tout cas d'aborder le fait de pourquoi il est censuré, parce que ses idées sont totalement révolutionnaires. C'est pas quelqu'un qui est consensuel, en tout cas, dans son analyse des choses. Déjà révolutionnaire sur notre attirance, donc pour un masque blanc, notre attirance et le fait qu'on a un complexe d'infériorité par rapport aux blancs. Donc ça, c'est révolutionnaire de pouvoir le poser. En plus, c'est un livre, c'est un ouvrage sérieux, hein, puisque c'est sa thèse en tant que psychanalyste. Donc c'est pas un essai qu'il a fait, c'est quelqu'un donc du coup universitaire qui a fait un travail du coup sérieux sur ce sujet-là. Chef de service également. Voilà, chef de service. Effectivement, donc il a fait un travail sérieux là-dessus qui permet de mettre en exergue cela. Et ensuite, le fait qu'il explique bien que face à une violence institutionnelle, la violence du coup physique, verbale qu'on peut opposer est légitime. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que effectivement, l'institution qui nous dirige, donc le système qui nous dirige, ne peut pas reconnaître totalement quelqu'un qui a exposé et qui a travaillé et qui est même allé jusqu'en Algérie, donc là, qui est le nœud en tout cas de la décolonisation française. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la perte de l'Algérie, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'autres colonies françaises qui existeraient jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie, c'est un nœud. Alors, je tiens quand même à relativiser pour dire que l'Indochine aussi, c'est un lieu, on en parle moins. Et qu'on appelle ça, le Cameroun aussi est un lieu névralgique. Mais ça, on en parle beaucoup moins, mais il faut s'intéresser justement à la révolution camerounaise et l'acharnement que la France a mis pour pouvoir mater la révolution camerounaise, notamment menée par Félix Moumié. Donc, comme il a ces idées-là, c'est clair et net que on ne peut pas plébisciter Fanon. La France ne peut pas plébisciter Fanon. C'est pas possible parce que c'est quelqu'un qui a dit concrètement que tout ce que, par exemple, quand il y a eu les mouvements du RPA, quand il y a eu 2009, quand il y a eu tous ces moments-là, il y a des émeutes. À chaque fois, on tombe justement sur les organisateurs ou les instigateurs en leur disant qu'ils détruisent des choses, on peut réagir différemment, pacifiquement, on peut y arriver. Fanon dit tout le contraire. Il dit que non, par rapport à la violence qu'on subit depuis un certain nombre d'années, le manque de dignité, justement, la dignité humaine qu'on ne reconnaît pas, on doit réagir par la violence. Et ça, dans les Damnataires, c'est écrit noir sur blanc. Il a écrit avec différentes formules et c'est ça qui transmet, qui transparaît justement de ses travaux. Donc évidemment que, étant donné que c'est une figure révolutionnaire, on ne va pas la mettre en avant. On va essayer au maximum de la rendre sexy, comme on a pu faire avec Mandela, qu'on a pu faire avec Martin Luther King, comme Malcolm X, qu'on essaie aussi de rendre en tout cas sexy aux yeux du système, mais ça va être très compliqué concernant Fanon. Donc forcément, il ne pourra pas être diffusé partout. Donc c'est important justement d'aller voir Fanon pour ces raisons-là. Et même par rapport, même localement, hein, la vision de Fanon, comme tu expliquais. Et puis il y avait aussi, selon certaines critiques, on disait que on l'a vu en Algérie. Et on disait qu'un Martiniquais ne s'est pas battu forcément pour son île. Et lui, il expliquait, à travers aussi certains documentaires, on expliquait que pour lui, la base de l'Algérie, ça pouvait être le début de la liberté, de la libération de d'autres colonies. Donc le fait que l'Algérie puisse être libre, c'est d'autres États, d'autres États ensuite
qui auraient connu les mêmes victoires, c'est-à-dire ils pensaient également aux Antilles, aux pays africains, vraiment ce combat vraiment contre le colonialisme français. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut préciser. C'est un combat contre le colonialisme. Donc français, parce que c'est celui qui l'a connu, mais c'est contre le colonialisme tout court. Et donc, à ce moment-là, comme c'est un combat justement contre le colonialisme, qu'il le fasse en Algérie, qu'est-ce que ça change? Guevara est argentin, il n'a pas fait la révolution en Argentine. Il l'a fait à Cuba, il a fait ensuite au niveau de la Colombie, etc. Il a fait au niveau de l'Angola, etc. Donc, ça n'empêche que il s'est battu justement farouchement toute sa vie contre les Yankees, contre l'impérialisme. Donc, c'est le contexte qui a fait que Fanon a dû partir de la Martinique déjà pour aller faire la guerre, se rendre compte que c'était une supercherie de faire la guerre pour les Français, et ensuite s'est retrouvé en Algérie de par sa vie, son contexte, mais on ne peut pas remettre ça en question, puisqu'il a toujours parlé effectivement de la Martinique, et en plus il est mort à 36, 37 ans. Non, 36 ans. À 36 ans. Donc rien ne dit qu'après tout ce cheminement-là, il ne serait pas rentré en Martinique pour continuer son combat. Absolument rien ne le dit. Et pour rappel aussi, c'était aussi un humaniste. C'était un humaniste. Donc à partir de là, lui, sa vision, bien sûr qu'il a ses origines martiniquaises, mais sa vision était vraiment globale. C'était vraiment une libération contre le colonialisme à l'époque qui était française, et il ne voulait pas forcément s'arrêter aussi qu'à la France. Parce que de par, comme je disais, de par les documentaires, de par ses écritures aussi, on montrait que c'est un homme qui, voilà, il était pour la liberté et contre l'oppression de l'oppresseur. Voilà. Donc, et du coup, un militant qui est dans la vision en tout cas anticolonialiste ne s'arrête pas à son territoire. C'est pas possible, ça n'existe pas. On sait tous justement, d'où le fait qu'on prône, par exemple, le panafricanisme ou comment dire, l'alliance en tout cas des luttes sur tous les territoires. On voit bien que si c'est un seul territoire qui se lève par rapport à une situation, c'est pas aussi impactant que si c'est plusieurs territoires qui se lèvent en même temps. L'époque justement de l'Algérie, comme je l'ai dit, il n'y a pas que l'Algérie qui est en guerre. La France est en train de perdre sur plusieurs fronts. Et comme ils sont concentrés sur plusieurs fronts, ben en fait, ça amenuise leur force et ça fait justement que certains peuples, qu'on ne pensait pas en tout cas qui auraient obtenu des victoires, ont obtenu des victoires. Et ensuite, ça a permis à d'autres de pouvoir se décoloniser, même si derrière le système il est retourné sur ses pattes et a refait une colonisation, une néocolonisation. Donc, effectivement, qui est militant dans ce paradigme de la souveraineté ne peut pas s'arrêter à son territoire. C'est pas possible. Ou en tout cas, ce sera pas aussi efficace que s'il y a si les feux s'allument de partout. On voit aussi le combat, par exemple, là c'est juste une parenthèse, puisqu'on est dans la partie cinématographique, on voit un peu l'exemple également du RPA qui n'est pas que sur la Martinique, mais qui essaie de rassembler tous les territoires de par le combat aussi. Donc c'est aussi un exemple, et tout ça ce sont des exemples également par rapport à Fanon. Et je vous laisse imaginer si tous les territoires avaient eu la même intensité que la lutte en Martinique. Clairement, le système aurait été beaucoup plus ébranlé qu'il ne l'est actuellement. Ouais. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Oui, donc le combat continue. Et le combat continue. On continue ? Donc, Zion, là, c'est alors, il faut quand même préciser que ça n'empêche que le réalisateur et l'acteur principal sont au milieu d'un scandale par rapport à leurs propos sur les femmes. C'est quelque chose quand même qu'il faut préciser parce qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Hein. Il faut traiter cette problématique-là. Maintenant, parlons du film et ce qui est bien en tout cas, c'est le point de vue effectivement de Guadeloupéens sur la Guadeloupe. Et il y a divers sujets qui ressortent. Donc ceux qui sont plus fins dans l'analyse auront vu qu'on a parlé de la vie chère à un moment donné. Alors spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas... on va pas rentrer dans le détail du film, mais quand même, faites attention si vous voulez aller le voir, vous l'avez pas encore vu. Il y a peut-être des éléments qu'on donnera qui fera que ça va vous spoiler. Donc, on parle de la vie chère. On parle de l'eau aussi. On parle de la problématique de l'eau aussi, oui. qui intervient très vite. Et donc, forcément, pour la Guadeloupe, c'est d'autant plus légitime. Une très grosse problématique. Donc, des problèmes de violence, des problèmes de drogue, etc., etc. Donc, c'est très intéressant, effectivement, comme je l'ai dit. Il manque de travail aussi, par rapport aussi aux emplois. Oui, il y a beaucoup de jeunes dans l'égarement aussi. Effectivement. Et l'enfance aussi, parce que justement, ça transparaît sur tous
tout le film de comment est respecté et traité les enfants. Parce qu'il faut L'enfant, et puis aussi, il y a aussi sous l'aspect de la parentalité aussi, avec le manque de père, le manque de repères aussi, par rapport à un jeune. Donc il y a beaucoup de problématiques dans ce film. Voilà, qui sont traitées dans ce film. Donc c'est intéressant de le voir, et aussi le fait qu'ils parlent dans leur langue. Ça, c'est quelque chose qui rajoute de l'impact, parce qu'on a vu certains films justement qui sont sur la Martinique ou la Guadeloupe, où en parlant français, ça ressort beaucoup moins que quand on parle nos langues. Et clairement, le film serait totalement différent si les acteurs auraient parlé français, plutôt que des acteurs qui parlent justement dans leur langue. Et c'est pas une langue qui est galvaudée ou qui est exagérée, c'est vraiment des Guadeloupéens comme ça qu'ils parlent justement. Donc, et même quand ils parlent français, ils parlent avec leur accent guadeloupéen. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, ce n'est pas, comment on dit, c'est pas l'aspect, comme on disait, négropolitain, comme ça, voilà, un peu francisé. C'est vraiment l'aspect local du film. Et c'est pourquoi il y a un franc succès même par rapport à notre jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés voir le film. Entre autres, j'ai mon fils, on est allé le voir, et il m'a dit, ah ouais, qu'il a trop aimé. Il n'a pas forcément aimé comme un film antillais, caribéen. Il a aimé parce que c'est un bon film. Et là, c'est là qu'on voit aussi, par rapport à Fanon, par rapport à Zion, qu'on voit l'amélioration, qu'on voit l'évolution du cinéma antillais, que là, on voit que ce sont des bons films tout court. On n'est pas là pour donner la force, on est là pour voir vraiment la qualité du travail. Et démontrer et montrer la qualité du travail, c'est pour dire que maintenant, il y a une étape, il y a un cap qui a été franchi, et qu'il y a maintenant des réalisateurs qui ont un génie, comme on le dit souvent, et qui peuvent démontrer qu'il y a un travail qualitatif qui peut être montré aux yeux du monde. Oui, c'est clair. Et en plus, comme je l'ai dit, en traitant toutes ces thématiques-là, il y a aussi l'aspect culturel à travers le carnaval et le goka qui sont présents ah oui, effectivement. Dans le film. Donc il y a plein, effectivement, de références que nous, ça nous touchera davantage. Donc les Guadeloupéens, évidemment, en premier, mais même nous, en tant que Martiniquais, j'en ai discuté justement avec des potes où on s'y retrouve, quoi. C'est la réalité de la Guadeloupe et très semblable à la réalité de la Martinique. On peut dire des jeunes de Gaudissart, de Dillon, de Volga, quel que soit, à travers des quartiers difficiles, vont se reconnaître par rapport au film. Quartier populaire. Quartier populaire. Je préfère ce terme difficile. Voilà. oui, c'est clair. Et alors, il y a aussi une thématique qui est peu analysée, malheureusement, c'est celle, comme tu l'as dit, de la parentalité. Mais je vous invite, quand vous allez regarder le film, ou si vous l'avez déjà vu, de voir à qui s'occupe de l'enfant à quel moment. Et je pense que c'est pas anodin. Il faudrait voir avec l'organisateur si c'est fait exprès. Des sonnes fois. Oui, faudrait voir justement si c'est parce que c'est la réalité ou c'est parce que c'est quelque chose qu'il a voulu grossir. Mais vous verrez que du coup, ce sont les femmes qui s'occupent de l'enfant. Ou c'est principalement justement celles qu'on voit qui sont compétentes avec l'enfant, ce sont les femmes. À travers plusieurs scènes, on le voit, et c'est à la fin justement que l'acteur principal finit par prendre ses responsabilités. Mais regardez bien que systématiquement, la personne qui est recherchée ou la personne qui s'en occupe d'emblée, ce sont les femmes dans le film. Et ça, c'est très intéressant à analyser. Ça va, mais ouais, aussi. Parce que quand on parle de grosses sociétés, ouais effectivement. oui, non, je ne vais pas trop spolier, je ne vais pas trop en rajouter, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de codes de chez nous, beaucoup d'aspects culturels de chez nous, même historiques, dans ce film. Effectivement, et ce côté femme-là, je pense qu'on va aussi en parler, mais dans d'autres thématiques, parce qu'il y a des choses qui vont se passer pendant le mois de mai. Alors ça, il y a quand même la critique de la violence. De la violence, du fait que, ouais, encore une fois, on fait un film sur la Guadeloupe et que c'est ça qui est mis en avant. Pas. Mais bon, vas-y, continue. Moi, je l'ai constaté, parce que j'ai fait un peu justement le tour pour voir les commentaires, donc c'est quand même quelque chose qui revient, mais comme on a souvent ce débat-là sur la musique ou sous d'autres arts où ça ressurgit, en tout cas, la violence, n'oublions pas que c'est une réalité. À un moment donné, voilà, c'est là où je vous le vois. Exactement. On peut pas, ça s'est fait dans un quartier populaire, pour rectifier ce que je disais, avec certains jeunes, on pourrait montrer autre chose, mais ça reste une réalité. On peut pas faire semblant, on peut pas dire non, ça n'existe pas. On peut pas enjoliver, mettre un coup de peinture et puis dire que c'est beau, comme si qu'il y avait un ministre qui venait et puis on dit non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Non, il faut dire aussi certaines réalités. Malheureusement, mais
On est à combien d'homicides cette année? Je sais pas, on est à beaucoup. Et voilà, tous les jours, il y a des hommes qui meurent. Donc, voilà, donc ce sont des choses qui nous arrivent et on est confronté à tout ça. Donc on peut pas faire semblant aussi. C'est clair. Donc voilà, il faut rien mettre sous le tapis. Le fait effectivement que le film aussi montre que la violence et les passages à l'acte qui sont les plus violents sont comment dire, ce sont les hommes en fait finalement qui usent de cette violence-là physique et qui usent aussi des armes. Il faut pas se cacher par rapport à cela et ça permet justement aussi par rapport à l'actualité de voir tous les scandales qui sont en train de sortir en ce moment par rapport au prof à Bellevue, par rapport à l'ancien chanteur en tout cas M.O.B. qui a été condamné. L'animateur de radio aussi. Voilà, l'animateur de radio effectivement d'RCI en Guadeloupe. Ça permet aussi de le mettre en exergue et de mettre en exergue qu'il faut arrêter de mettre sous le tapis, de chercher à avoir du contexte qui fait de pourquoi ils ont réagi comme ça, d'essayer de chercher, de défendre, de chercher des excuses justement à ces comportements-là. Au bout d'un moment, non, ils sont juste inadmissibles. Il faut qu'on soit réaliste sur notre réalité et l'affronter de plein pied. Et justement, essayer de tendre, comme le fait le film, sur une solution qui peut être bénéfique en tout cas à tous. J'ai fait un debriefing avec des adolescents qui ont vu le film. Donc j'ai essayé d'amener la violence verbale. D'ailleurs, c'est eux qui me l'ont fait voir, hein, qui m'ont fait voir qu'effectivement il y avait de la violence verbale dans le film, parce que j'étais tellement habitué à ce qu'on parle ainsi, notamment en Guadeloupe, que j'avais même pas fait gaffe. Mais effectivement, il y a la violence verbale. Et ils ont analysé effectivement qu'il y avait cette violence-là, mais c'est moi qui ai dû leur amener le fait que, mais qui est-ce qui a le monopole de la violence dans le film? Et c'est là qu'ils font tilt et qu'ils se disent, ah ouais, c'est les hommes, effectivement, qui l'ont. Est-ce que c'est une réalité? Oui, ils le reconnaissent. Mais ça vient pas d'emblée, parce qu'effectivement, on a tendance à l'oublier, que les hommes tuent d'autres hommes, et les femmes, et aussi les enfants. Et ça, il faut pouvoir le regarder en face et se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on a discuté, je leur demandais comment vous auriez réagi à la place de l'acteur principal ou bien des autres qui s'en prennent à l'acteur principal. Et ils disent la même chose. Ben oui, par la violence, etc. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de réagir? Et c'est en réfléchissant que se disent, bah oui, on peut peut-être parler, on peut peut-être faire descendre la pression, on peut peut-être négocier, on peut peut-être ne pas aller vers des choses qui sont vers la drogue ou voilà, des choses dont on sait justement qui sont voilà l'attrait en tout cas de tout ce qui va concerner la conduite en tout cas qui est en plus plutôt subversive, l'attrait justement par rapport aux femmes, parce qu'on voit bien aussi à un moment donné sur son téléphone comment il appelle les femmes de son entourage. Tout à fait, oui. Donc c'est après cela qu'ils se rendent compte que ouais, il y a d'autres moyens en fait de régler des conflits ou des situations que par la violence. Mais c'est tout un travail effectivement qui est à mener. Donc c'est très bien justement qu'un film puisse poser ces débats-là, mais maintenant, c'est de ne pas s'arrêter au côté cinématographique et de se dire que ce sont des débats et il faut en parler. C'est-à-dire qu'il y a une base, maintenant, ça à déconstruire. Voilà, exactement. Et c'est ça le principe. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tendance à vouloir dépolitiser l'art. Là, c'est très bien justement que l'art se saisisse de sujets politiques et que ça permette après de pouvoir emboîter le pas et parler de ces sujets-là et de les mettre comme débat public, parce que c'est important, ce sont des problématiques fondamentales dans nos îles. Donc à un moment donné, justement, il faut s'en saisir, et si ce n'est pas saisi politiquement, ben oui, les artistes peuvent s'en saisir, et ça permet justement à la population derrière de s'en saisir. Donc ne nous arrêtons pas à l'œuvre cinématographique et essayons justement de le transmettre dans le réel et dans notre société. Impulsons pour la suite, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est bon pour la partie cinématographique? Je crois qu'on est bon, je crois qu'on a tout dit. Okay, si tu as des choses à ajouter. Je crois que c'est bon là. Je crois que c'est bon. Donc là maintenant, nous allons parler des implantations des centres commerciaux. Les centres commerciaux. Donc, malgré des manifestations qui ont été menées, il y a eu l'ouverture des centres commerciaux au Vauclin et j'oublie l'autre lieu. Il y a un autre lieu aussi. Il y a un autre lieu parce que j'avais entendu pour le Vauclin. Parce qu'il y avait le big up au convoi avec l'association de Garcés Balsa, Karine Thérèse, Charlie Mars. Voilà, ouais. Charlie Mars, Melika aussi, ils étaient présents. Ils ont fait un gros convoi. Entre autres, lors du deuxième convoi, il y avait le départ au centre
au projet du centre commercial qui doit se faire à Carrère. Ensuite, au Saint-Esprit aussi. Ensuite, après ça, ils sont allés au Vauclin. Et pour terminer ce convoi à Sainte-Anne par rapport à un hôtel, je crois, un projet aux Salines. Oui, ça c'est toujours le projet que la CAS justement veut toujours mener au niveau des Salines, qui, je continue à le dire, appartient toujours à deux personnes. C'est l'étang des Salines. Tu peux le dire ? Quand on parle de propriété privée, les deux Lucie. Donc quand on parle de propriété privée et qu'on ne parle pas justement du fait qu'il soit propriétaire d'un étang, bon voilà, c'est qui est classé en zone Ramsar, qu'il y a tout un arsenal législatif qui est censé protéger ces zones-là et que ça appartient à une famille. Bon voilà. Faut pas oublier aussi qu'il y a certains îlets, c'est juste une petite parenthèse que j'ouvre et que je referme, qui appartiennent à certaines personnes aussi. Voilà. Donc voilà, quand on parle de propriété, quand on parle de protection des animaux, tout ça, quand on parle de la faune et de la flore, etc., il y a certaines personnes qui ont des îlets. Par exemple, pour François aussi. Donc voilà. Exact. Donc, si on ferme les yeux sur cela, je ne comprends pas pourquoi on ne ferme pas les yeux sur ce que fait Papillon Noir. Soit on est cohérent, soit on ne l'est pas. Ouais, voilà. Bon, donc, il y a aussi du coup le centre commercial qui a ouvert aussi au niveau de Casse-Pilote. Il y a pas si longtemps, il y a 6 ou 7 mois, enfin bref, ça fait un petit moment. À peu près un an. Ouais, à peu près un an peut-être. Ok, donc, à partir de là, il y a des débats sur, oui, mais donc des personnes qui vont habiter justement au niveau du Vauclin vont nous dire, oui, mais quand il fallait qu'on fasse nos courses, il fallait qu'on aille au Marin, ou au bien François, ou bien à Génipas, si on voulait faire des choses plus conséquentes. Donc, c'est une chance pour nous d'avoir justement les produits qu'on achète, d'aller les chercher à proximité. Sauf que, est-ce que pour autant, il faut qu'on ouvre des centres commerciaux dans toutes les villes de Martinique? Et même dans les villes, est-ce qu'il faut qu'il y en ait 4 ou 5 sur un même territoire? Je vous laisse compter le nombre de centres commerciaux qu'il y a sur le Lamentin, qu'il y a sur Fort-de-France, qu'il y a sur Rivière-Salée. Sur Rivière-Salée. Est-ce qu'on a besoin, fondamentalement, d'avoir... Non, je ne dis pas, c'est du COS, entre autres. Oui, je n'ai pas, effectivement, c'est du COS. C'est du COS. Donc, est-ce que, par un souci de proximité, sachant que tout est relatif, ça c'est pour des personnes qui ont vécu, notamment sur un continent, on sait que les distances sont petites, finalement, en Martinique. Rien que les Guyanais, qui viennent en Martinique, le savent. Je rappelle qu'entre Saint-Laurent et Cayenne, il y a 300 km. D'accord? Donc, il faut se les manger, les 300 km. Donc, nous, c'est maximum 100 km, 110 km du nord au sud, maximum 50 d'est en ouest. Donc, et en plus, qu'on a des moyens de locomotion, même si on peut remettre en question le fait que... le transport en commun en Martinique aussi. Voilà, et qu'on utilise trop notre voiture. Ça, ok. De toute façon, c'est des choses qu'il faut mettre en débat. Mais est-ce que pour autant, pour un souci de proximité qui ne va concerner qu'une petite partie de la population, il faut qu'on accepte, du coup, qu'il y ait des centres commerciaux qui ouvrent partout sur la Martinique. Donc, et je tiens... Peut-être que c'est anticipé, mais dans tous les cas, ça permet... Et on a des retours qui nous font comprendre que les grands centres commerciaux qui appartiennent justement au groupe GBH sont boycottés. Et qu'effectivement, il y a moins de fréquentation à Génipas, à Carrefour-Dillon, etc. Et aussi à Nice-au-Robert. Ah, aussi à Nice-au-Robert. Très bien. Mais en même temps, si on ne fréquente plus ces lieux-là, mais qu'on va dans tous les autres centres commerciaux qui ouvrent sur toutes les autres communes, est-ce que finalement, on ne dilue pas cette concentration-là? Tant mieux s'il n'y a plus de concentration sur Génipas, sur ces zones-là. Mais si c'est pour aller dans tous les autres centres commerciaux qui sont ouverts, à Cluny, etc., sur le reste du territoire, qu'est-ce que ça change finalement? Ça ne change fondamentalement rien. Les personnes qu'on va critiquer par leurs marges qu'ils vont pratiquer, marge arrière, etc., etc., pas de communication de leur chiffre d'affaires clairement, ouais. Voilà. Donc si juste sur les points où ils ont le plus de puissance, on les attaque, mais pas sur leur puissance tout court qui est diluée sur tout le territoire, ça sert à rien, concrètement. Surtout qu'en plus, les centres commerciaux, notamment au Vauclin, sont construits sur des zones qui sont écologiquement importantes. Casse-Pilote, ils ont même asséché une rivière. Enfin, il faut se rendre compte du niveau justement de bêtise qui est fait pour pouvoir construire ces centres commerciaux-là, et qu'il y a des personnes qui vont mettre tout ça de côté pour dire oui, mais au moins je peux aller chercher mon paquet de pâtes qui est à proximité. Important ce que tu dis, hein.
À Casse-Pilote, ils ont asséché des rivières. Ouais, non, c'est clair. Il faut le dire, hein, parce que les gens ne vont pas forcément se rendre compte des catastrophes naturelles qui sont en train de s'effectuer. Hein. Au Vauclin, encore une fois, ils ont rogné sur la mangrove, comme à Genipa. Donc, donc maintenant, c'est un peu la même chose. Ça nous permet justement de boucler la boucle. C'est la même chose que pour Papillon Noya. Est-ce que, du coup, sur le principe de la propriété qu'on a accepté, enfin, même pas qu'on a accepté, qu'on nous a imposé, est-ce qu'on accepte que, du coup, comme la personne est propriétaire, elle peut faire n'importe quoi? Et comme on a besoin de consommer, d'être dans ce système consumériste, qui fait qu'on n'est pas autosuffisant, donc qui fait qu'on est toujours dépendant de l'ouverture de centres commerciaux pour pouvoir se fournir en vivres, est-ce qu'on continue à alimenter ce système-là? Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce qu'on arrête de consommer dans les centres commerciaux et on commence à développer une forme de vie qui est différente, d'aller juste dans une consommation, se tuer au travail, d'ailleurs qu'on appelle toujours à travail Ikea, se tuer au travail chez l'autre, pour ensuite avoir des revenus, et ces revenus-là, on va encore une fois les dépenser pour s'alimenter dans des produits qui en plus ne montrent pas leur qualité nutritive. À un moment donné, justement, je pense qu'il faut réellement poser le débat et pas juste s'arrêter sur le moratoire qu'ils avaient proposé pour pendant 10 ans, je crois, qu'il n'y ait plus de construction de centres commerciaux. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête complètement la construction de centres commerciaux et raser ceux aujourd'hui qui sont là et qui occupent des zones qui sont écologiquement sensibles. Je ne connais pas le prix, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais pour les Vauclinois ou bien des Martiniquais qui voudraient savoir, il me semble aussi que l'achat du terrain, c'était quand on parle de flamber des prix, c'était pour une bouchée de pain. Hein. Oui, mais l'achat également du terrain acheté pour le centre commercial, acheté par le groupe GBH pour la réalisation du centre commercial. Donc c'était pas pour grand chose. Donc c'est pour démontrer que c'est pas juste, c'est tout un système. C'est pas juste une entreprise, c'est vraiment tout un système qui œuvre pour la continuité de ce fonctionnement. Et donc c'est marrant parce que sur la devanture du centre commercial qui a dit long, c'est marqué partenaire de la production locale. Est-ce que les Vauclinois justement consomment des produits qui sont locaux? Finalement, quand ils vont dans ce centre commercial-là, parce que quand ils nous disent justement qu'en plus c'est proche de pouvoir aller acheter des produits, est-ce que ce sont des produits locaux? Ben non, parce qu'on sait très bien qu'on a une problématique. Le chlordécone. Pas seulement le chlordécone, mais les produits sont importés. Donc le fait d'ouvrir d'autres centres commerciaux, ça alimente toujours ce système-là, puisqu'ils sont incapables de remettre en question la production de monoculture qui fait qu'ils occupent une part de nos territoires, en tout cas de nos terres agricoles, pour pouvoir faire la monoculture qui les enrichit eux. Et en plus, qui sont subventionnés, qui sont même pas finalement des plantations qui sont rentables. Donc, l'ouverture de centres commerciaux, au-delà de juste son prise personnelle, où on a des choses qui sont à proximité de chez nous, il faut voir globalement la réalité de la Martinique, tout ce qu'on est en train de vivre là, et à ce moment-là, constater que quand on fait le bilan, c'est négatif d'ouvrir de nouveaux centres commerciaux, même si c'est proche de chez nous. L'impact est toujours le même et il alimente toujours un système qui nous garde dans cette position de soumis et de colonisés. C'est juste une continuité, c'est les années qui changent, mais le système ne change pas vraiment. C'est clair. Et donc à ce moment-là, comme je l'ai dit, si on est si sévère envers Papillon Noya, pourquoi on n'est toujours pas sévère envers les personnes qui ouvrent des centres commerciaux en Martinique? Donc le groupe notamment GBH, le groupe Hugues des Pointes, etc. etc. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus sévère avec Papillon Noya et on va nous sortir que Papillon Noya a eu tel ou tel discours? Ok, vous avez déjà entendu Bernard Ayotte parler ou en tout cas les Béquets parler des Martiniquais? Qu'est-ce qu'ils pensent de la Martinique? Quelle position qu'ils ont idéologique? Est-ce que vous pensez que ce sont des gens qui sont vertueux envers nous? Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils ont des choses qu'ils disent qui sont moins problématiques que celles de Papillon Noya. Pourtant, on les laisse faire. Donc non. Deux poids, deux mesures. Voilà. Et donc en plus, comme tu l'as dit, pour des bouchées de pain, il y a à se poser la question de comment ces terres-là, finalement, qui sont du domaine public de base, au Vauclin, effectivement, c'est à la mairie du Vauclin qu'ils ont racheté. Ce qui va se passer, c'est souvent le prise qui est pris qui revient régulièrement, c'est la base de l'emploi. Oui,
mais c'est C'est clair. ça, la base de l'emploi, à savoir que ça va créer des emplois, donc plus de travail. Donc c'est ce qui va revenir systématiquement par rapport à cette légitimité d'ouvrir au maximum des centres commerciaux. Et le fait de dire que ça permet d'ouvrir des emplois, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est l'argument principal du système capitaliste. Voilà. Il va faire qu'il y a des emplois, mais ces employés-là, dans quelles conditions ils travaillent? Ils sont pas, ils vont pas gagner 3 fois le SMIC, hein. Il faut bien le savoir. Donc ils vont les exploiter au maximum. Dans quelles conditions ils travaillent? Ensuite, combien d'emplois sont créés? Est-ce qu'on reste dans ce truc-là où on crée des emplois, ou on devient des êtres humains qui puissent finalement subvenir à leurs besoins? Moi, je préfère en tout cas subvenir à mes besoins que d'aller m'évertuer à continuer à aller travailler pour d'autres personnes qui s'enrichissent. On l'a vu, hein, leur chiffre d'affaires, pendant que nous, justement, on est en train de lutter et on est content, on se gosse parce qu'on peut aller acheter des pâtes à moins de 20 km de chez nous. À un moment donné. Donc voilà, ça c'était je dirais la discussion sur l'implantation des centres commerciaux. Là maintenant on va parler des sargasses. Oui, mais les sargasses, parce que du coup ils sont de retour. On avait fini par croire, comme on ne les voyait Je pensais pas. aussi. Je pensais que les sargasses étaient terminées. Hein. Surtout du niveau de chez moi, François, je me suis dit ok, c'est bon, c'est cool. Mais malheureusement, ça, c'est ne pas être connecté justement aux enjeux climatiques. On a fait une thématique avec Martine Lheureux. Et dans l'événement qu'on a organisé, justement, la Déclic, on a reparlé justement des sargasses. Et qui fait que tant qu'il y aura de la déforestation, au niveau justement de l'Amazonie, il y aura toujours des sargasses. Donc, étant donné que le système mondial n'a pas évolué à ce niveau-là, au niveau du Brésil, ils vont continuer à exploiter leurs forêts. Donc, quand je dis exploiter, ça veut dire déboiser, pour pouvoir faire toujours de la monoculture. On est toujours dans ce même système-là, qui, d'ailleurs, ça se retrouve sur nos étals, hein, en ananas, en pastèque, etc. Regardez la provenance, ça vient souvent de ces régions-là. Costa Rica, Amérique du Sud aussi. Et c'est pas c'est pas fait sans pesticides, hein. Arrêtez d'être naïf. Donc, à partir de là, donc, si on continue d'alimenter, justement, ce système-là, évidemment qu'il y aura toujours des sargasses. Donc, même si, pendant un moment, il y aura une période, en tout cas, où on n'aura pas des choix de sargasses, ça va revenir, puisque le système ne s'est pas arrêté. Et qu'on a toujours un courant marin qui fait que les algues vont revenir vers la Caraïbe. Donc, heureusement d'ailleurs que la nature n'a pas changé. Le changement climatique n'a pas encore impacté justement ces courants-là, mais du coup, ça va toujours revenir. Et je suis toujours surpris de voir que cette problématique-là existe et existera pendant longtemps. Et que, du coup, c'est là que l'établissement du Robert, quand il y a eu l'échouage massif de sargasses, a réagi et a créé justement du télétravail, de la continuité pédagogique en permettant aux enfants de suivre les cours à distance. Donc, ça, pour moi en tout cas, c'est intéressant parce que ça montre que rien n'a été envisagé. En fait, rien n'est mis en place pour pouvoir proposer des alternatives pour déjà qu'on puisse récupérer ces sargasses-là. Deuxièmement, qu'on puisse en faire quelque chose, puisque plein d'autres pays dans la Caraïbe arrivent à faire des choses de sargasses. Mexique, entre autres, aussi. Il y a plein, au Mexique, à Cuba, en République dominicaine, au Belize. Bref, il y a plein de nations caribéennes qui créent justement des dispositifs pour pouvoir changer les sargasses en ciment, pas en ciment, plutôt en briques. En briques, voilà. En briques, pour en faire des chaussures, pour en faire toute qualité de choses. Et nous, comme on les a pas vus depuis 1 an et demi, hop, on s'est dit c'est tranquille et on arrête finalement le travail là-dessus. Donc on n'arrive toujours pas à les récupérer en mer, elles arrivent toujours à s'échouer sur le sable, on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser assez vite, parce que tu habites au François, je pense que tu as toujours l'odeur pestilentielle. Tout à fait, oui. Voilà. Et en plus là, on nous vendait le Robert comme la capitale de la Martinique. Si c'est pour être une capitale aux œufs pourris, enfin qui sent les œufs pourris, bon je sais pas. Et rien n'a toujours été fait pour pouvoir faire ça. Donc récupérer en mer, ensuite transformer, et enfin, vu que l'échouage est intensif, déplacer en fait des lieux. Que l'école ne puisse plus se faire sur les bords de mer où il y a l'odeur qui va perturber la santé finalement des enfants. Toujours pas. Donc ce qui fait que tant qu'il y aura les sargasses, il y aura le travail à distance qui sera mis en place. Quand les sargasses vont partir, on va recommencer. Et les enfants sont toujours dans cette même école-là. Et les sargasses, quand ils vont revenir, on va recommencer à faire le cours à distance. Est-ce qu'on va
sempiternellement, justement, rester dans ce système-là. À un moment donné, il faut prendre ces alternatives et les mettre en place. Les écoles ou les habitations ou toutes les structures qu'il y a au bord de mer, ou notamment au niveau de la côte atlantique, sont à revoir par rapport au problème des sargasses. C'est un problème qui ne va pas s'arrêter et qu'on va avoir justement pendant encore longtemps, tant que le système n'aura pas changé au niveau de la prédation de l'Amazonie. C'est là qu'on remet en cause encore par rapport aux politiques, hein, parce qu'il n'y a pas de projection. Comme tu disais aussi, il n'y a pas de projection, à savoir d'anticipation, de se dire, il y a une problématique, entre autres la déforestation en Amérique du Sud, et dans il y a d'autres pays aussi. Hein. On parle souvent, il y a aussi le Costa Rica, il y a d'autres pays où il y a ce travail-là de monoculture. Et malgré ça, comme si qu'on est toujours surpris. En tant que citoyen, je peux être surpris, mais en tant que décideur, en tant que... Il y a des cabinets. On parle souvent des gens qui ne savent pas vraiment, il y a des gens qui... On ne sait pas vraiment c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font dans les collectivités ou bien dans les mairies. Pourquoi il n'y a pas de travail d'anticipation pour anticiper tout ça? Parce que c'est le cadet de leurs soucis. C'est bon, il faut le dire. Et donc maintenant, pour 2026, je vais inviter les citoyens que nous sommes à analyser les programmes politiques et à voir s'il y a une anticipation au niveau de l'écologie. Est-ce qu'il y a une anticipation au niveau justement de l'accaparement des terres? Est-ce qu'il y a une anticipation au niveau de la gestion des écoles dans les communes? Si vous ne voyez pas ces éléments-là, ne votez pas. Clairement, n'allez pas encore une fois vers des décideurs qui sont là et qui font de la gestion à l'emporte-pièce, plutôt que des personnes qui vont analyser ces problématiques-là et qui vont chercher à les anticiper. Même si, sur le moment précis, c'est mal compris. Certaines décisions, en tout cas qui sont prises par des maires, sont mal comprises dans le moment T, parce qu'on ne voit pas en fait sur du long terme. Donc si vous voyez des programmes qui vous parlent des 5 prochaines années, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est très problématique parce que si on a une vision sur 5 ans, on ne va pas y arriver. On va rester toujours dans les mêmes problématiques et dans les mêmes personnes qui vont arriver au pouvoir dans les mairies et autres, et qui ne sauront pas quoi faire des enjeux qui touchent déjà la Martinique, notamment concernant le changement climatique. Donc si vous ne voyez pas de mention de l'écologie, de changement en tout cas de transport pour qu'il soit de plus en plus collectif, de changement de paradigme dans les écoles pour pouvoir former nos enfants à être des personnes qui sont construites, qui seront justement analysées, enfin bref, toutes ces choses-là, si vous ne voyez pas ça dans les programmes, méfiez-vous. Les gens, ce qui se passe aussi, c'est que par le passé, ce genre de partis comme les Verts, les écologistes, etc., c'était vu un petit peu comme has-been. On se voyait loin de tout ça. Maintenant, on y est. On y est. Les sargasses sont les preuves. Les cyclones avec les grosses catégories au niveau des cyclones, des ouragans, tout ça, on y est. Mayotte, ils ont pu le constater. La Réunion, ils ont pu le constater. On est vraiment dedans. Donc, si on ne prend pas le temps d'avoir ce sens critique, c'est pas juste mettre des bâtiments ou bien arranger une rue ou bien refaire un complexe sportif. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Et donc là, effectivement, cette population-là pour 2026, il y a ce travail-là à revoir certaines choses. Il y a aussi, nous aussi, en tant que citoyens, en tant que Martiniquais, Guadeloupéens, citoyens du monde, à constater, à revoir également certaines priorités. Parce que c'est bien beau des bâtiments. On constatait, ok, on va dire oui, c'est bien, il y a maintenant un centre commercial à tel et tel endroit. Mais est-ce que c'est une évolution pour l'humanité? On constate. C'est avant tout, c'est le respect de l'humain, c'est notre santé qui compte parce que on a pu le faire à travers d'autres émissions avec l'agriculture, la monoculture, etc. C'est notre aspect qui compte parce que ces bâtiments-là seront là et on va mourir, ils seront toujours là. Ouais, donc voilà. Je crois qu'on n'a pas parlé de pas mal de choses. On est sur la fin, donc voilà, par rapport à tout ce dont on a parlé ce soir, je vous invite aussi à vous rapprocher des agriculteurs, demandez-leur pourquoi il n'y a plus de production de miel en Martinique, pourquoi il y a une problématique de production du manioc, parce que justement quand on parle d'alternatives et qu'on veut avoir certaines farines, rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de manioc qui ne viennent plus de Martinique parce qu'on ne sait plus en produire, de la récolte de la canne, de la production de tomates, etc. Voilà. Juste renseignez-vous, allez demander aux producteurs pourquoi ils n'arrivent plus justement à avoir ces produits-là. Et là, vous comprendrez que
ben, tout s'imbrique et tout s'explique. Donc, si effectivement on rogne de plus en plus sur la nature pour pouvoir construire des choses qui continuent justement à nous faire à alimenter un système, ben, ça fait en fait que toutes ces solutions-là, ces alternatives-là qui nous permettraient d'être souverains, ben, en fait, elles tombent à néant parce qu'on alimente toujours le même système. Et malheureusement, la transmission ne s'effectue pas convenablement parce qu'il y a aussi des jeunes qui devraient également connaître pour pouvoir perdurer au maximum ces traditions-là et ce génie martiniquais. Exact. Donc voilà. Donc, on touche à la fin. Ben, merci. C'est moi qui te remercie. C'est donc téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez apprécié cette émission ce soir. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Mois de mai qui va bientôt débuter, historique, culturel. Il faut voir comment ça se va se passer. Il y aura tout plein d'événements et nous-mêmes, on aura tout plein de thématiques également par rapport à tout ça. Donc, bonne soirée à vous.